Libre Opinion sur CML13 Télévision. C'est le nouveau numéro. Je vais le co-présenter avec mon confrère Nono Kourou qui est avec moi. Bonjour Nono. Bonjour Jacques Dicou. Voilà, évidemment, il sera question de l'actualité. L'actualité, vous le savez, c'est le processus électoral, la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Évidemment, on aura le temps pour évoquer d'autres sujets d'actualité. Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui Madame Georgette Biébié, professeure d'université, mais aussi femme politique, cadre au sein du parti politique Ensemble de Moïse Katumbi. Madame le professeur, bonjour. Bonjour Jacques. Ça se porte bien, votre casquette de femme politique en République démocratique du Congo, sous Félix Tshisekedi, c'est bon? Je suis à l'aise. La femme se sent honorée? Oui, oui. Bon, on est dans un processus, on avance petit à petit. Nous avons vu que le chef de l'État a nommé 27% de femmes au gouvernement. Okay. C'est très encourageant. Nous, on s'est battu pour avoir 30%, on a eu 30%. On est en bonne voie et nous espérons que ça va se faire dans les entreprises, que ça va se faire aussi dans la diplomatie, dans la territoriale. C'est bon, on avance petit à petit, mais on sent que la volonté politique est là pour donner une place à la femme congolaise. Et la santé de votre formation politique, Ensemble de Moïse Katumbi? Ensemble pour la République de Moïse Katumbi se porte très bien. Je pense qu'il y a un programme qui est en cours, mais avec malheureusement les mesures sanitaires, ça nous retarde un peu dans l'exécution de ces vastes programmes, de ces grands partis politiques. Mais Ensemble pour la République se porte très bien. Voilà, parlons du processus électoral en République démocratique du Congo. L'étape actuelle, c'est justement le calendrier qui a pratiquement touché à son terme pour la désignation de membres de la Commission électorale nationale indépendante. Vous le savez, les débats, c'est aujourd'hui, c'est entre les mains de confessions religieuses qui d'ailleurs se rendent maintenant là à l'Assemblée nationale pour déposer leur PV, procès verbal de désignation des animateurs, notamment les patrons de la CENI, le président de cette commission. Mais visiblement, on dirait qu'il y a un problème. Certains crient au consensus, veulent qu'il y ait consensus. Vous estimez que tel que les choses évoluent jusque-là, il n'y a pas consensus? Je pense, Jacques, dans notre pays, nous avons un grand problème du respect de la parole donnée, du respect de la signature et du respect des engagements pris. Les confessions religieuses, l'exemple qu'elles sont en train de nous donner, en tout cas, ça ne nous encourage pas. Je pense qu'ils ont eu le temps pour préparer cette candidature. Ils ont arrêté un critérium. Il y a eu une commission pour sélectionner les candidatures. Et je pense que toutes ces étapes ont été accompli par tout le monde. Ils ont décidé eux-mêmes, le mode de désignation, c'est le consensus, en tenant compte du critérium. Alors aujourd'hui, moi je suis sidéré, je suis vraiment dégoûté de voir les spectacles auxquels nous faisons face. Je pense que c'est signe de non-maturité. C'est un signe de non-maturité. Mais ça serait quand même la deuxième fois que les confessions religieuses soient incapables de nous produire un résultat. L'année passée, on a connu évidemment le feuilleton Ronsard Malonda, et voilà qu'une année après, l'histoire se répète. Ça paraît bloquant. Qu'est-ce qui explique justement? Mais j'ai dit que le Congolais n'a pas la culture de la parole donnée, des engagements pris, ne respecte pas sa signature et on retombera toujours dans ces problèmes. C'est le 4e cycle électoral que nous sommes en train de depuis 2006, oui, de préparer, mais on est toujours dans les disputes, dans les chamailleries. Ça ne s'améliore pas. C'est comme si c'était la première fois qu'on organisait les élections. Nono Kourou. Professeur Biébié Songo. Bonjour. Vous déplorez ici, oui, bonjour madame, vous déplorez ici tantôt que les spectacles dont les confessions religieuses nous présentent semblent être désolantes, c'est vrai, mais vous êtes sans ignorer que le pesanteur ou encore la pression vient du côté des politiques, les religieuses l'ont dénoncé. Si les confessions religieuses dénoncent, qu'elles dénoncent jusqu'au bout.
qu'on n'ait pas la langue de bois, on dit une chose et puis son contraire. C'est quoi dénoncer jusqu'au bout? Jusqu'au bout, moi je pense que c'est une commission, la commission électorale indépendante elle doit être réellement indépendante, et les confessions religieuses qui désignent les membres de cette commission électorale indépendante doivent être aussi, ça doit être des hommes indépendants. Mais c'est ça, ils réclament d'être libres. Ils réclament d'être libres pour Oui. désigner en toute indépendance. Oui. Mais c'est là, ils sont bloqués simplement parce que Mais les politiques leur mettent de la pression. Qu'ils dénoncent devant le peuple. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on dit, on nous fait pression. Qui fait pression? Les politiques. Les politiques, c'est quelle politique? C'est pas je pense pas que tous les politiciens font pression sur les confessions religieuses. Je pense qu'il faut avoir le courage de dénoncer Mais vous soutenez... ceux qui entravent le processus. Mais soutenez-vous quand même ces thèses, Madame le professeur, qu'effectivement, les terrains politiques s'est déplacé vers les terrains religieux. On sent la politique dans la religion. Mais oui, justement, les confessions religieuses, moi, je pense qu'elles devraient rester indépendantes et assurer leur indépendance jusqu'au bout. Je pense que c'est un acte de courage politique. C'est un acte de courage politique. Mais vous pensez que ce qu'ils font maintenant, ils ne sont pas indépendants? Les politiques font des pressions, c'est normal. Tout le monde aimerait placer quelqu'un qui est de son obédience à la commission électorale indépendante. Mais c'est à eux de rester indépendants et de montrer de quoi ils sont capables, de poser des actes courageux pour la nation. Oui, non. Mais déjà que nous sommes bloqués aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbossole, avait accordé 48 et qui expire déjà à minuit aujourd'hui, au cas où le consensus ne sera pas dégagé. Est-ce que devons-nous recourir au président de la République comme le libre arbitre de pouvoir décider en lieu et place des religieux? Qu'est-ce que les textes prévoient? Je pense que pour instaurer un état de droit, nous devons toujours rester collés au texte si c'est possible. Parce que sinon, c'est l'arbitraire. Hein? Aujourd'hui, c'est tel qui a fait pression. Demain, c'est tel autre qui fera pression. Alors, on travaille sur base de quoi? Qu'est-ce qu'on a comme repère? Qu'est-ce qu'on a comme garde-fou? Et si on n'a pas de repère, si on n'a pas de garde-fou, nous sommes dans une jeune démocratie. Tout le monde veut se positionner. Et on risque d'agir comme dans une jungle où le plus fort vont bouffer les plus faibles. Mais justement, professeur, je ne dis pas que vous êtes chef religieux, mais si je vous citais par exemple les noms de Denis Kadima, les noms de Ebotoko, les noms de Roger Bimoala, Daniel Kawata, Paul Sampou, Sylvain Loumou, mais aussi Majaliwa, Chabani, vous avez une préférence pour diriger la CENI? Moi, je ne suis pas dans l'équipe qui sélectionne les candidats. Mais en tant que moi, citoyenne. je pense que... mais je ne suis pas là pour sélectionner. Je ne suis pas là. Je ne peux pas... Nous, on a fait confiance. Je pense qu'on fait confiance à la commission qui a examiné les candidatures, qui a rejeté les candidatures qui ne répondaient pas aux critères. Mais maintenant, si on a retenu quelques candidats qui, je suppose, répondaient au profil, je ne peux pas comprendre aujourd'hui que les gens ne se mettent pas d'accord pour désigner celui qui va nous représenter ou qui va gérer cette commission très importante de la CENI. Et comment vous expliquez cette notion qui fait débat aujourd'hui des zones linguistiques, de l'équilibre géopolitique? On ne peut quand même pas concevoir un président d'une certaine zone linguistique, le président de la CENI qui soit également d'une certaine zone, mais aussi au niveau de la justice. C'est pour cela, Jacques, j'ai dit que l'instauration d'un état de droit s'est fait sur base des textes. Ce sont des règles qui sont définies par des citoyens qui vivent ensemble sur un territoire. Ce sont des repères, ce sont des normes. Et aussi longtemps qu'on ne respecte pas ces normes, ces repères, eh bien on va entrer dans la jungle. Il y aura des critères subjectifs qui vont apparaître. Et c'est la jungle. Ce sont les plus forts qui prendront... C'est vrai qu'en 2006, lors du tout premier processus électoral, nous avons presque vu aussi les mêmes scénarios avec le religieux.
Cela revient encore en 2011, en 2018, et nous y allons encore. On n'a rien appris. Nous y allons encore. Est-ce que ceci ne remet pas en cause la manière dont nous sommes en train de faire les choses? Ne voyez-vous pas qu'on pouvait revenir comme dans les autres États du monde qui octroient carrément au ministère de l'Intérieur de pouvoir organiser les élections? C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Mais même là-bas, il faut qu'il y ait des critères, il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des normes que tout le monde accepte de respecter. Même au ministère de l'Intérieur, on va dire encore quoi? Que le ministre de l'Intérieur est de la même tribu que le chef de l'État, et donc on ne va pas... Ça va nous... Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous allons? Moi, je me pose la question, dans ces pays, nous allons où avec cette histoire des tribus? Je pense que la compétence devrait primer l'expertise. Parce que ne va pas à la CNI n'importe qui, il faut quand même avoir la compétence, la maîtrise de la matière. Et s'il y a quelqu'un qui est de la même tribu que le chef de l'État, qui répond à ces critères, dans un état de droit, je ne vois pas pourquoi on ne le prendrait pas. Mais aussi, revenons aussi surtout avec ces chefs religieux. Vous voyez, il y a 6 qui font bloc. Et il y en a 2 autres qui ne sont pas d'accord ici, les CC et l'Église catholique. Pourquoi pas subir aussi la loi de la majorité? Et nous voyons toujours que les deux là, quand ils font bloc... Je ne suis pas de confession religieuse et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que je vais le répéter tout le temps. Mais vous constatez également comment les choses se font. Oui, c'est une question de non-respect des engagements qu'on a pris dès le départ. Ces 6 confessions religieuses, je pense que ça fait longtemps que ces chefs travaillent ensemble. Et ils ont fixé un critérium. Pourquoi ne pas tenir compte de ces critériums, du profil qu'ils ont défini eux-mêmes des agents, des animateurs de la CENI? Pourquoi, s'ils ne respectent pas, ce n'est pas à nous qui sommes de l'extérieur qui allons leur dire de faire ceci ou de ne pas faire cela. Donc, pour moi, c'est très grave, c'est malheureux, le spectacle qu'ils sont en train de nous donner. Ce sont nos pères spirituels. Mais si quelqu'un ne peut pas s'humilier, dire que non, pour l'intérêt général, on laisse passer celui-ci, on bloque tout un pays. Moi, je ne vois pas, il n'y a pas de différence entre les païens. Mais évidemment, ce sont nos pères spirituels. Ce sont nos pères spirituels qui devaient nous donner l'exemple. Vous parlez en tant que fille. Évidemment, la fille peut également exhorter ses pères. Vous pouvez dire, placer un mot. Mais ils savent très bien ce que la population pense. La population s'exprime. Mais moi, je vous dis qu'il faut des critères, il faut des normes, il faut des règles. Qu'on travaille sur base des règles. On ne peut pas travailler sur base de la subjectivité, sur base des sentiments, dans un grand pays comme le nôtre, avec des gens qui sont matures. On ne peut pas continuer à travailler comme ils travaillent. En tout cas, le spectacle qu'ils nous donnent. Je vous fais observer une chose, professeur. Nous avons 8 confessions religieuses. En tout cas, la présentation est au masculin. Et nous avons... Il n'y a aucune femme là-bas. 7 candidats pratiquement. C'est au masculin également. C'est au masculin toujours. On dirait qu'il n'y a pas de femmes expertes en question électorale. Dans notre pays, nous avons toujours ces germes de discrimination, d'élimination, de marginalisation de la femme. Ça continue. Ça continue et c'est désolant. Peut-être que s'il y avait une femme là-bas, peut-être qu'elle allait mettre un peu d'eau dans le vin et que peut-être les choses iraient peut-être aller marcher d'une autre manière. Mais tout au début ici, vous l'avez reconnu que nous avons avancé, mais en réalité nous avons reculé parce que du moment de Joseph Kabila, nous avions connu un quota de 30%, alors que la Constitution parle de 50%. Aujourd'hui, il y a 27% avec Tshisekedi. Vous avouez quand même que nous avons avancé. Non, on n'a jamais atteint le taux de 30% dans aucune structure. Jamais 30%. Moi, je suis une militante. Je me bats depuis une vingtaine d'années. Je suis parmi les femmes qui ont fait inscrire la parité dans la Constitution. On n'a jamais atteint 30%. Là, on est passé de 17% à 27%. Mais on n'a jamais atteint 30%. On n'a jamais atteint 30%. Évidemment, c'est un combat. On continue à se battre. Parce que les Nations Unies recommandent au moins 30%. Mais nous, dans notre Constitution, c'est 50-50. 50-50. Bon. Et jusque-là, on est à l'impossible. On est à quel niveau jusque-là?
On est à 27%. Ça va, non? Ça va déjà? C'est ce que j'ai dit, on avance. Il y a quand même une évolution. Une petite évolution, oui, puisqu'on est passé de 17 à 27%. Alors, restons sur le processus électoral. On vient de l'apprendre d'ailleurs que le chef de confession religieuse affirme qu'ils ont réussi à trouver ce qu'ils devraient faire. Finalement, évidemment, avant minuit, voilà que le résultat est presque là, bien que non rendu officiel. Vous pensez que ça pourra changer les choses, ça nous permettra d'évoluer en termes du processus dans son ensemble? Pendant que la Mouka, par exemple, avec Martin Fayoulou, réclame un consensus. Moi, je pense que on est dans un état de droit. On n'est pas dans un système autoritaire où tout le monde doit être d'accord. On n'est pas dans un système de pensée unique. Si le chef religieux arrive à trouver un consensus et nous désigne un nom, ben, nous, on va se plier à cela. Mais dommage, je pense que on aura créé un peu de méfiance par rapport à la population. Cette population qui a vu les chefs religieux s'entretuer plus, ça serait... en tout cas, ça ne nous donne plus tellement confiance à la personne qui va être désignée, parce que le consensus n'a pas été trouvé facilement. Mais oui, vous militez pour la femme, ça on doit le reconnaître, mais en même temps, la loi électorale telle que votée à ces jours, l'on dit la représentativité féminine n'est pas prise en compte. D'accord, exact. Je pense que nous avons une équipe qui travaille pour que cette loi électorale et la loi sur la parité, ces deux lois soient amendées. Parce que ces lois ne sont pas contraignantes. Vous n'êtes pas loin de Martin Fayoul? Parce que Fayoul également plaide à ce que cette loi soit révisée. Si vous plaidez pour cela, vous parlez le même langage. Je suis une citoyenne. Martin Fayoul défend ses idées, moi je défends les miennes, mais si on défend les mêmes idées, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc nous nous battons pour que cette loi devienne contraignante. Pour le moment, la loi n'est pas contraignante, c'est-à-dire on dit la loi sur la liste électorale, s'il n'y a pas 50% de femmes, il n'y a pas de contrainte. Il n'y a pas de contrainte. Nous, on voudrait que cette loi devienne contraignante pour obliger les chefs de partis politiques d'aligner autant de femmes que d'hommes sur les listes électorales. Donc la loi électorale et la loi sur la parité sont en train d'être préparées pour qu'on y apporte des amendements, pour qu'elles deviennent conformes à la Constitution. Mais professeur, parlons d'ensemble, votre parti. Est-ce que vous avez aligné des gens pour la CENI? Parce que le FCC de Kabila dit qu'il n'envoie pas sa liste. La Mouka de Martin Fayoulou et Mozito n'en verra pas également la liste. Alors finalement, qu'est-ce fait ensemble? Ensemble, c'est bon? Écoutez, nous sommes dans l'union sacrée. Hein? On s'assume. On est dans l'union sacrée, donc on s'assume. Vous ne subissez pas? Non, pourquoi? On va subir quoi de qui? On va subir quoi de qui? Vous persistez être dans l'union sacrée, même oui, si la loi sur la congolité est passée? La loi sur la congolité ne concerne pas que l'Ensemble pour la République. Cette loi, elle porte en elle-même des germes de discrimination, des germes de division, des germes de haine. Donc cette loi ne concerne pas qu'Ensemble pour la République. C'est une loi, moi en tant que panafricaine, je l'ai rejetée. Je l'ai rejetée parce que j'estime qu'une loi qui porte en elle des germes de division n'est pas une loi qui va apporter le bien-être de tout un peuple. La loi, c'est pour assurer la sécurité de tous les citoyens. C'est pour assurer la protection de tous les citoyens, le bien-être de tous les citoyens. À partir du moment où vous commencez à exclure certains citoyens, cette loi-là, elle est désavouée, pas seulement par Ensemble pour la République. Nous avons vu, moi j'ai suivi des gens du PPRD qui ont rejeté cette loi. Mais finalement, c'est Moïse Katumbi s'est présenté comme le premier concerné de cette proposition de loi de Noël Tchani sur le verrouillage du poste de président de la République. Pourquoi seulement vous et pas les autres? Non, moi j'ai suivi même les confessions religieuses qui rejettent cette loi.
Il y a une grande partie de confessions religieuses qui rejettent la loi. J'ai suivi des militants du PPRD qui rejettent la loi. J'ai suivi des jeunes du Grand Katanga qui rejettent la loi. Il y a beaucoup Vous en de avez gens. fait quand même un problème personnel de Moïse Non, Katumbi. je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on en a fait un problème personnel, mais on la rejette. Moi, personnellement, je la rejette en tant que panafricaine. Ce n'est pas par rapport à quelqu'un, c'est par rapport aux citoyens congolais. Aujourd'hui, quand on parle de père ou de mère, on regarde les métis, mais les Congolais qui ont un père angolais, qui ont un père centrafricain, qui ont un père gabonais, comment vous allez le reconnaître? Ça, personne ne l'a dit. Ah, Ce n'est quand même pas mentionné dans la proposition. Non, mais quand on dit il faut qu'il soit de père et de mère congolais, alors, moi je te pose la question. Aujourd'hui, s'il y a un Congolais qui est son père est angolais, mais il a la nationalité congolaise, par la même peau, on a la même peau, comment on va savoir que ce type-là, son père est angolais? On va faire les tests d'ADN ou bien on va le faire comment? Alors, moi je dis aujourd'hui, on commence avec... on est en train des demi-Dakar. On a l'impression que c'est une chasse contre les demi-Dakar. Aujourd'hui, on commence avec les demi-Dakar. Demain, ça sera avec les gens qui ont les nez allongés, qui ont le front bombé comme moi. Je suis comme une Rwandaise. Ah oui, je le dis. La loi ne fait pas mention des demi-Dakar, professeur Biévier. On commence, si on laisse passer ces choses-là, après, ça sera la taille qui va compter. Peut-être qu'on va dire que Jacques Kalonji n'est pas congolais. Il est trop... C'est vrai, pourquoi pas? Mais évidemment, Pourquoi on va poser une question. Mais pas? professeur, en tant que Congolaise, ne sommes-nous pas en droit, je parle de la République démocratique du Congo, de verrouiller quand même certains postes Mais il y a des articles qui sont déjà, qui prévoient déjà le verrouillage. Il y a des articles qui prévoient déjà le verrouillage. Et si on y ajouté de père et de mère, ça va? Non, mais moi je suis quand même. contre. Je suis contre Mais... des pères et des mères. C'est quoi ça, des pères et des mères? On est congolais ou on ne l'est pas? Quand on porte un passeport congolais, on ne va pas aller voir. Je ne sais pas comment on saura si je suis des pères et des mères congolais. Comment on va le savoir quand on a un passeport congolais? C'est qu'on est congolais. Mais déjà... On est congolais. déjà... Mais je ne sais pas, il n'y a pas de Congolais à 50%, à 20%, à 30%. Professeur Georgette, déjà à l'article 72 de la Constitution, on parle pour déposer la candidature à la présidentielle, vous devez être Congolais d'origine. On précise. Oui. Et si on y ajoute des pères et des mères, pourquoi ça doit faire un problème? Mais pourquoi vous voulez ajouter des choses? Mais d'origine est déjà là, on veut seulement apporter la précision. Tenons-nous à ce qui est déjà prévu dans notre Constitution. Franchement, tous les problèmes que nous avons dans ces pays, avec tout ce qui se passe à l'est du pays, vous croyez que c'est vraiment le moment d'aller chercher de savoir qui est Congolais, qui ne l'est pas? Et puis le chef de l'État s'est exprimé là-dessus. Hein? Le chef de l'État a dit que l'État dans lequel se trouve le Congo aujourd'hui, ce sont des Congolais de père et de mère qui ont géré, et il a qualifié de chaotique la gestion du pays par des Congolais de père et de mère. Pourquoi est-ce que nous allons continuer à parler? Et pourquoi vous ne vous attaquez pas à l'auteur de cette proposition, Noël Tchani, Modian Vita, et peut-être au député national, Mtingi, qui l'a porté à l'Assemblée, et vous attaquez à votre famille, l'Union Sacrée? Qui s'est attaqué à l'Union Sacrée? Ensemble, à menacer de quitter. Oui, mais c'est normal. C'est normal. On est dans une plateforme. On a fait alliance ensemble. Si nous, on n'est pas d'accord, on ne nous a pas forcés, on y est allé librement dans cette union, mais s'il y a des choses qui ne nous arrangent pas, on peut quitter aussi librement. Mais il y a des canaux pour régler les problèmes en famille. Vous n'allez peut-être pas sortir aussi au vu de tout le monde commencer à clamer, nous allons quitter, nous allons quitter. Pourquoi pas trouver les terrains d'entente en famille pour que ça ne fasse pas assez de bruit, vous puissiez arranger? Mais on est en politique. Ce sont des stratégies alors. On est en politique, papa. On est en politique. Vous jouez donc au chantage. On ne joue pas au chantage. On ne joue pas au chantage. Je ne pense pas. C'est sérieux. C'est sérieux. Et je répète ici que ce n'est pas pour notre chef. C'est pour tous les Congolais. Mais il y a une crainte, professeur. Professeur, il y a une crainte qui persiste encore.
l'on craint que le Congo est assez infiltré jusqu'au plus haut point. Il serait prudent cette fois-là de pouvoir déjà penser sur comment prendre les dispositions pour que nous n'ayons pas peut-être un Burundais demain à la tête de la République. Le Congo a été infiltré pendant que le président qui est à la tête du pays, c'était un Congolais de père ou de mère ou pas. Le Congo a toujours été infiltré. Quand le président de la République, Joseph Désiré Mobutu, était président de la République, il avait qui comme Premier ministre? Et ça vous arrange qu'on continue comme ça? Non, non. Alors, non, mais trouvons la solution. Non, et Mobutu n'était pas de père et de mère congolais. Donc on doit verrouiller, non? Verrouiller quoi? Verrouiller quoi? Non, moi je pense que le verrouillage est déjà prévu dans notre constitution. Ces moments-ci, on a d'autres problèmes prioritaires qu'on devrait traiter. La balkanisation du Congo, franchement, le social du Congo, les gens pleurent tous les jours, les routes, la santé, le Covid-19, c'est le moment de provoquer encore la division. Et puis laissons le peuple, nous sommes en démocratie, laissons le peuple choisir, laissons le peuple décider qui n'est pas congolais de père et de mère pour ne pas le voter. Donc vous optez pour le référendum? Non, pour les élections, à l'élection présidentielle, je pense que chaque candidat, je pense que chaque candidat pendant l'élection, pendant la campagne électorale, va décliner son identité, va décliner son programme, ses actions qu'il va mettre en action pour que le Congo puisse aller de l'avant, pour le développement du Congo. Laissons le peuple. Ce peuple n'est pas un enfant pour qu'on décide de tout à sa place. Oui, c'est pourquoi il faut aller au référendum pour demander au peuple de pouvoir décider est-ce qu'il faut verrouiller ou pas. Je ne vois pas la nécessité parce que je dis que pour le moment, cette question n'est pas prioritaire. Est-ce que vous sentez... Cette question n'est pas prioritaire. Professeur, est-ce qu'il vous arrive de réaliser, vous vous sentez comme si vous étiez victime d'un complot au sein de votre famille, l'Union Sacrée? Moïse Katumbi est visé, voilà, il y a un plan contre lui. Franchement, on ne peut pas aller dans une union en pensant qu'il y aura tout le temps de complots contre soi. Je pense qu'on y est allé de bonne foi pour l'intérêt de la nation. Le président de la République s'est retrouvé coincé, il a tendu la main et Ensemble pour la République a saisi cette main parce que Moïse, en allant dans cette union sacrée, il a dit ceci: s'il y a 1% de chance pour qu'on puisse trouver des voies et moyens pour améliorer les conditions de vie des Congolais, eh bien, on va saisir cette chance. Donc nous, on est allé dans cette union sacrée avec cette vision: s'il y a 1% de chances qu'il y ait changement de conditions de vie pour les Congolais, il faut saisir ces 1% de chances. C'est comme ça qu'on a saisi cette opportunité, la main tendue du chef de l'État. Mais maintenant, on n'est pas pris en otage. On n'est pas pris en otage. Et puis, on n'y est pas allé pour penser qu'on va tout le temps faire des complots contre nous. Mais professeur, vous avez saisi la main tendue du chef de l'État. Oui. Est-ce que Moïse Katumbi est sincère face à... Mais qui doit être sincère? Mais qui doit être sincère? C'est celui qui a le pouvoir. Comment Moïse ne serait pas sincère? Le chef de l'État a tendu la main à Moïse. Moïse a accepté. Il y est allé. Il y a tout le temps, nous sommes dans une famille politique, nous sommes dans une plateforme politique. Je pense qu'il y a tout le temps de concertation entre les chefs. Je vais laisser à Nono. Je prends un titre d'exemple, s'agissant de cette plainte contre Augustin Kabouya pour des propos tenus lors d'un meeting. Et Augustin Kabouya qui réagit, je cite, en disant: personnellement, quand j'ai vu cette ancienne vidéo faire le tour du monde, j'ai rigolé d'abord et j'ai dit, ça, c'est l'œuvre de nos amis katumbistes. Et voilà, et c'est très méchant et malhonnête même. Augustin Kabouya, la vidéo où il demandait aux combattants de l'UDPS de prendre des armes au cas où on dérangeait le pouvoir de Tshisekedi. Et les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux contre Moïse Katumbi, qui les véhicule, c'est encore nous. C'est encore nous. Là, vous montez des complots contre le pouvoir. Mais on ne peut pas être au pouvoir rien que pour monter des complots. Franchement, Jacques,
On va travailler quand pour le pays? Si on doit aller là-bas pour monter des complots contre celui-ci, contre celui-là, c'est pas... Mais si on vous accusait à tort, pourquoi pas dénoncer tout cela? Dénoncer quoi? Dénoncer tout ce qui se dit. Aujourd'hui, on vous accuse que ce seraient les Katumbistes qui seraient derrière. Augustin Kabouya est clair. Augustin Kabouya, il vous a même cité nommément. Vous n'êtes pas sérieux, vous ne jouez pas un jeu franc. Vous savez, un homme d'État doit avoir de retenue. Un homme d'État ne peut pas parler comme un gamin dans la rue. Non, c'est pas sérieux. Il faut avoir des retenues. On est dans une plateforme, on est dans une organisation politique. On pense travailler ensemble pour le pays. Mais moi, je reviens là-dessus et j'ai dit, on ne peut pas passer son temps pour s'épier, pour voir qui fait quoi contre moi, qui prépare quoi contre moi. On ne pourra jamais construire dans cet état d'esprit, ni dans ce climat qui est malsain. Et un homme d'État, je ne sais pas, Augustin Kabouya, en tout cas, je ne sais pas, je pense qu'ils doivent se rendre compte qu'ils sont au pouvoir maintenant. Hein. Professeur Biébié, est-ce que Moïse Katumbi se sent-il trahi par Félix Tshisekedi? Du moment où certains de ses proches, parce que Laurent Onyembe a dit que Moïse Katumbi regrette même d'avoir accepté la main de Félix Tshisekedi, parce que ce qu'il est en train de vivre, on dirait qu'on appelait un chien avec un bâton à la main, c'est pas gentil. Moi, je pense qu'il faudra peut-être parler avec Moïse Katumbi pour lui demander qu'il s'exprime sur les sentiments qu'il ressent vis-à-vis de Félix Tshisekedi. Je n'ai pas parlé avec lui, et donc je ne me vois pas permise de donner mon opinion propre là-dessus. Et alors, êtes-vous prêt à pactiser avec Joseph Kabila, le FCC, pour faire un front commun contre l'Union sacrée? Pourquoi on va faire? Est-ce qu'on est entré dans l'Union sacrée pour pactiser encore avec Joseph Kabila? Je ne pense pas. Je pense que c'est une carte du passé, cette carte-là. Je crois qu'elle est derrière nous par rapport à tout ce que nous avons décrié. Jacques, mais vous étiez là quand on a décrié tous les méfaits contre l'ancien président de la République. Je ne me vois pas aujourd'hui, en tout cas je ne vois pas mon parti aujourd'hui. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Tout est possible en politique, non? Même si c'était possible, ça fait... Revenir à Joseph Kabila ou même à Martin Fayoulou et Mosito? Laissons quand même le temps au temps. Ça fait à peine 2 mois ou 3 mois que nous sommes dans l'Union sacrée, mais vous nous jugez comme si ça faisait 1 an qu'on était là. Une union sacrée non structurée. Une union sacrée, on commence toujours quelque part. 3 mois après. On commence toujours quelque part. Je pense que il y a un programme sur lequel ils se sont mis d'accord. Ils ne se sont pas mis d'accord autour de rien. Il y a quand même un programme, il y a quand même des actions autour desquelles ils se sont mis d'accord. Et je pense qu'il faut nous donner un peu plus de temps. Je crois que ça fait 2 mois seulement qu'on est là dans l'Union sacrée et vous tirez sur nous à boulet rouge. Laissez-nous le temps de travailler un peu pour... Je pense qu'on a les mêmes soucis pour cette nation. Évidemment, professeur, nous avons peut-être l'impression que vous jouez à l'hypocrisie, comme ce fut le cas du grand mariage FCCH, où on disait que c'est bon, ça va, ça marche, mais en fin de compte, on dira que non, tel n'est bloqué. Jacques, moi, je suis une militante. J'ai participé presque à toutes les marches contre la Kabylie, le système de Kabylie dans cette nation. Nous avons senti et nous avons ressenti le rejet de la population contre le système de la Kabylie. Ça, ce n'est pas à démontrer. Et quand l'Union sacrée est arrivée, on a vu aussi l'engouement de tout un peuple. Tout un peuple a adhéré à cette idée-là de l'Union sacrée. Nous également, on a adhéré à l'idée de l'Union sacrée. Laissez-nous un peu le temps de travailler. Peut-être que ça va aller dans 3 mois, dans 5 mois, je ne sais pas. Et puis on verra. On avisera. Non. On vous laisse dans 3 mois, dans 5 mois. D'aucuns pensent que l'Union sacrée, ce serait vraiment un assemblage des hypocrites qui trompent, alors que les programmes, vous avez initié ça ensemble. Rien ne va, rien ne marche. On devrait déjà parler en termes de bilan. Vous n'amorcez rien. Vous êtes là que pour les coups bas, vous aimez bien vous mettre les bâtons dans le roue. Non, on est dans un gouffre. On est dans un gouffre, c'est profond. Peut-être on essaie de remonter,
Ça prendra du temps pour qu'on sorte de ce gouffre. Mon fils aîné qui est au Brésil m'a dit, mais maman, il y a la crise, maman, c'est ci, maman, c'est là, la crise. Je lui ai dit, nous, on ne ressent pas cette crise parce que nous sommes en dessous de la crise. La crise passe au-dessus de nous. Donc, on est tellement en dessous, on essaye de remonter. Laissez-nous aussi le temps de remonter un peu. Mais c'est exactement ce que le peuple attend. Il faut monter les mais débats haut. On ne sent pas des gens. Ce n'est pas en 2 mois. Moi, personnellement, franchement, en tant que militante, je ne suis pas fanatique de quelqu'un. Je crois que Jacques le sait très bien. Je ne suis pas fanatique de quelqu'un. Je suis une citoyenne congolaise qui vit les problèmes tous les jours comme tous les autres Congolais. Mais je sens dans le chef de notre président de la République la volonté de faire quelque chose pour ce peuple. Je le ressens en tant que militante. Je pense que il faut lui laisser peut-être un peu de temps. Mais évidemment, professeur, vous minimisez les temps. C'est comme si les temps ne comptent pas. L'union sacrée, même en un jour, on peut déjà faire quelque chose. Vous voulez qu'on vous accorde combien de temps? Non, mais bientôt, ça sera la fin. Je pense qu'il y a des mesures qui se prennent. Mais vous avez suivi également, les mesures se prennent, mais elles ne sont pas mises en application. Vous avez suivi ce qui se passe à l'Est là-bas. Les colonels, les généraux, les officiers qui détournent le salaire des militaires. Donc, c'est tout un système qui a été mis en place pendant 20 ans. Ben, ça ne va pas partir du jour au lendemain. On essaye de travailler. Alors, deux questions pour changer de sujet. L'alliance, la FDCA de Bahati Lukwebo s'est prononcée. Le candidat de 2023, c'est Félix Tshisekedi. Évidemment, les autres se prononcent. Et qu'en est-il de l'ensemble? Je pense que cette question n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Cette question n'est pas à l'ordre du jour. On ne va pas au pouvoir pour parler tous les jours des élections, des élections. Ça fait, depuis qu'on a commencé ces mandats, on parle déjà des élections. C'est leur droit. Mais pour le moment, je pense que chez nous, cette question n'est pas à l'ordre du jour. C'est pourquoi on soupçonne Moïse Katumbi de jouer pas franc jeu. Il ne veut pas accompagner les chefs de l'État. Il est là seulement pour sortir la dernière carte à la dernière minute. C'est un grand partenaire. Bien sûr. C'est un grand. Jean-Pierre Bemba du MLC, et lui d'ailleurs sur France 24 l'a dit qu'il ne va pas se prononcer. Vous voulez que tout le monde décide en même temps? C'est son droit. Il a décidé avec son parti politique ou sa plateforme. C'est son droit. Laissez aussi les autres le droit de décider quand ils voudront décider. Il sera lui candidat, Moïse, qui ça? En 2023. Mais je n'ai pas à répondre à sa place. Tu le verras, tu lui poseras la question. Pose-lui la question. Donc, en tout cas, moi, je ne serai pas candidate. Vous ne pensez pas à Félix Tshisekedi? À quoi? À les soutenir en 2023. Surtout qu'il s'est prononcé lui-même, qu'il est prêt à embrasser un second mandat. Je vous ai dit qu'on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore. Mais tout se prépare en politique, professeur. Prioritaires, il y a des questions urgentes pour le moment. Essayons de trouver des solutions à ces questions. Et vous allez vous prononcer quand? C'est pas une. Moi, je ne serai pas candidate, donc ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je ne serai pas candidate. Est-ce que vous arrive, vous faites partie de la junte féminine d'Ensemble, est-ce que vous arrive de regretter Jacqueline Dalla, le patron de la jeunesse de votre parti? Il m'arrive de regretter. Qui est croupillé en prison 2 ans. Mais bien sûr que je regrette. Bien sûr que je regrette. Parce que j'ai l'impression, moi je soutiens la justice de mon pays. Parce que c'est la justice qui élève une nation. Et nous avons intérêt que cette justice marche. Que cette justice dise le droit. Parce qu'il n'y a que ça qui va nous sauver. Mais malheureusement, bon, là encore, il y a beaucoup comment on dit, de lenteur hein, pour l'exécution véritable d'une justice juste. J'ai l'impression qu'il y a la justice de 2 poids, 2 mesures. La justice à 2 vitesses. Donc, même dans la tête des juges, des magistrats, il y a un système qui a été ancré. Et tout cela, il faut y aller malembe pour que les choses là-bas aussi changent. Est-ce que le peuple congolais restera là en train de vous observer avec des scénarios de plainte? Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas non plus.
Est-ce qu'il ne faut pas aller à l'essentiel pour trouver des solutions aux problèmes que vous êtes en train de décrire tout à l'heure? Oui. Nous ne serons pas en train de constater. Il faut passer à l'action. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier, par exemple? Quelles actions? La justice, vous avez décrit ici, ça ne va pas. Mais c'est ça, le pouvoir, on a trouvé tout un système en place. C'est un système qui existe depuis une vingtaine d'années. Le président de la République, ce n'est pas un devin, hein, ni divin. Il travaille avec les gens qu'il a trouvés et il essaye de faire changer les choses. Mais il va pas, c'est pas lui qui va aller dire la justice. Ce sont des juges qui sont là. Et je pense qu'il y a des signes quand même. Je vous ai dit qu'on a arrêté des généraux. C'est des signes qui montrent qu'il y a des gens qui travaillent quand même, qui sont en train de démanteler des choses qu'on a mises en place depuis plusieurs années. Et dès que ces choses sont connues, on les sanctionne. Vous pensez... C'est pas visible, ça. Ça, c'est pas visible. Et professeur, vous pensez que quand on décrète par le Premier ministre la baisse justement de prix des billets d'avion, évidemment on parle également des surgelés, vous pensez que ce sont de bonnes décisions? Ce sont de bonnes décisions, mais qui devraient être prises en concertation avec les opérateurs économiques qui sont des privés. Hein. La plupart sont des privés. Ils ont investi dans le commerce et aujourd'hui, à moins de nationaliser les entreprises pour prendre des décisions autoritaires. Moi, je pense que ce sont de bonnes décisions, mais avant de les annoncer, il aurait fallu qu'ils se concertent avec ces opérateurs économiques, qu'ils trouvent des compromis pour que peut-être petit à petit, mais c'est des gens aussi qui se sont fait beaucoup de profit dans ces pays, qui se sont installés, qui ont des ancrages partout. Et vous pensez que pendant que vous négociez, la population attend? Mais la population a attendu 20 ans. Maintenant, si on veut instaurer un état de droit, il faut y aller. Il faut donner le temps à ceux qui sont là, qui veulent instaurer un état de droit, qu'ils l'instaurent, qu'ils prennent des mesures. Mais une population qui a faim doit attendre toutes ces discussions, non, Kouroui? Non, Jacques, sinon on va dans la jungle. La faim n'attend pas. Si on prend des décisions autoritaires aussi, ça va aller dans tous les sens. C'est le régime du peuple d'abord. Quand on met le peuple en avant, le peuple doit également manger. Le peuple n'attend pas qu'on lui annonce le matin le poulet a baissé de 17 $ ou de 10 $ et il arrive sur le marché, il trouve un autre prix. On lui dit les tractations sont encore en cours et ça ne vient toujours pas. C'est pas quand même honnête. Et le jour où ça viendra, j'espère que vous allez le reconnaître. Le jour où ça viendra. Voilà, professeur, nous t'en vers la fin de cet entretien. Le jour où ça viendra. Vous êtes en même temps parent. Oui. Vous avez des enfants, vous avez de jeunes filles, de jeunes garçons et peut-être de petits-fils. Hein. La dot à 500 $, pour ceux qui sont dans les milieux urbains, à 200 pour ceux qui sont restés dans le Grand Bandundu, à Kikwit ou ailleurs. Vous pensez que cette idée de Daniel Mbao, le député national, et voilà, ça vous arrange, vous? D'abord en tant que parent. D'abord en tant que femme, moi j'ai toujours été contre ces dots élevées. La dot, c'est symbolique. C'est un symbole entre deux familles qui se marient, qui se mettent ensemble. Même dans la Bible, nous avons vu que Abraham, pour aller prendre une épouse, a dû verser la dot. C'est symbolique. Mais tel que ça se passe maintenant, franchement, c'est devenu un fonds de commerce. Moi, je n'ai pas de filles, mais j'ai des petites filles, et j'ai des sœurs, j'ai des cousines, j'ai des nièces. C'est des choses que moi, j'ai toujours déploré. J'ai toujours déploré qu'on mette la dot avec des montants exorbitants. C'est symbolique. Qu'on revienne
au symbole. Mais il y a de ces familles aujourd'hui qui disent mais notre fille a fait quand même l'université. Les garçons aussi ont fait l'université. Elle a les niveaux. Comment vous voulez prendre une universitaire en un prix aussi dérisoire? Non, on risque de dire au recteur de fixer le montant. Parce que les deux ont fait l'université. Vraiment. Vous savez, moi j'ai fait l'université, mon mari a fait l'université, mais j'avais un père révolutionnaire parce qu'à l'époque, quand nous sommes allés pour la dot, les parents du côté de mon père ont tenu le même langage en disant notre fille est universitaire, comment toi tu ne veux pas prendre la dot? Mon père a dit les garçons aussi est universitaire. Donc si la fille est universitaire, les garçons aussi. Des gens qui vont se mettre ensemble pour commencer une vie, vous venez avec des dots de 3 000, de 4 000 $, où est-ce que vous voulez qu'ils trouvent ça? Des gens qui commencent la vie. Donc vous soutenez cette initiative? Moi je soutiens, mais il faut que ça soit symbolique. Il faut en tenant compte des cultures, des mentalités, des traditions de chaque coin de la République. Vous savez que nous sommes un continent, un sous-continent, donc on n'a pas les mêmes pratiques sur toute l'étendue de la République. On devrait tenir compte de ce qui se passe. Donc à suivre votre logique, on doit encore revoir à la baisse de 500 à 200 parce qu'il faut s'en tenir au symbole. C'est symbolique, on n'a rien acheté. On achète quoi? On achète quoi? C'est symbolique. C'est deux personnes qui s'aiment, qui se mettent ensemble pour fonder une famille. La famille qu'ils vont fonder appartient à la nation. Voilà. Alors, terminons avec votre casquette de professeur. Un étudiant a été assassiné, pratiquement tué par un policier. Vous avez un mot à placer? Ça fera votre dernier mot. Bon, c'est une bavure policière. Hein. Je pense que le président de la République, quand il a pris le pouvoir dans son premier discours, il a dit qu'il n'y aura plus jamais de gens qui vont mourir au cours des manifestations. Mais qu'à cela ne tienne, il y a des éléments qui sont incontrôlés, il y a des éléments. Je pense qu'il faut le retrouver et les sanctionner comme tel parce que ça ne valait vraiment pas le coup. Mais politiquement, rapidement, on peut quand même mettre ça dans le bilan de Félix Tshisekedi, comme ce fut le cas avec Joseph Kabila, non? Mais dans toutes les nations, dans toutes les sociétés, il y a toujours des bavures policières. Il y a toujours des bavures policières. Même à New York, même, je ne sais pas, à Paris, des fois aussi, il y a des gens qui meurent au cours des manifestations. Ce sont des choses qu'on regrette, qu'on déplore. Ça peut arriver. Ce n'est pas pour autant qu'on va généraliser. Je pense que le chef, il a donné sa façon de voir les choses. Il a dit plus jamais ça. Mais il y a des éléments incontrôlés qui peuvent commettre ce genre d'actes. Et je pense que c'est une bonne décision de les rechercher, de les retrouver et de les traduire devant la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Ça donnera des leçons à d'autres policiers pour qu'ils fassent un peu attention lors des marches pacifiques de revendication, de réclamation de droits. On veut construire un état de droit, mais les droits, on l'arrache. Les droits, ça ne se donne pas. Voilà. Professeur, merci. Merci Jacques, merci Nono. Merci beaucoup. Tout le plaisir a été pour moi. Voilà, merci Nono également qui a co-présenté cette émission Libre Opinion avec nous. Merci également à vous parce que vous étiez nombreux à nous suivre. Le rendez-vous, c'est au numéro prochain. Merci, au revoir.